Avant de commencer, nous voulions dire un mot sur le contexte délétère dans lequel on diffuse cet épisode. La loi immigration, votée le mardi 19 décembre 2023, accentue dramatiquement les politiques xénophobes, racistes, violentes et maltraitantes pour les étrangers en France, et particulièrement pour les sans-papiers. Au travers de cette loi, le délit de séjour irrégulier est rétabli, le droit du sol restreint, la préférence nationale, tant désirée par le Rassemblement national, fait son apparition dans la loi. L'hébergement d'urgence perd son caractère inconditionnel, on instaure des quotas migratoires, le droit d'asile est bafoué. Toutes ces mesures ne sont qu'un aperçu de ce que contient cette loi abjecte. C'est la colère et la tristesse qui nous habitent depuis le vote de cette loi. On pense en premier lieu à toutes les personnes étrangères qui vont en subir les conséquences. Mais si cette crise politique est aussi effrayante, c'est qu'elle met en lumière une fascisation de plus en plus affirmée des élites françaises. La majorité présidentielle et le gouvernement ont franchi un nouveau cap en épousant les thèses du Rassemblement national. À raison, ce dernier s'est félicité d'avoir gagné une bataille idéologique avec cette loi. Les mobilisations des collectifs sans-papiers et de leur soutien continuent d'être méprisées. Le pouvoir est sourd. En même temps que ces lois passent, de plus en plus de groupes néofascistes se rendent visibles dans les rues. À Romans-sur-Isère pour une ratonnade au quartier de la Monnaie, ou à Lyon pour attaquer une conférence sur la Palestine. Face aux reconfigurations des droites nationalistes, il nous faut redoubler d'efforts. Nous appelons évidemment à rejoindre les cortèges des manifestations de la marche des solidarités et des coordinations sans papier, à rejoindre les blocages d'universités en soutien aux étudiants étrangers, à consolider nos réseaux d'entraide et d'accueil en ville et à la campagne. Nous devons investir la lutte antifasciste depuis une multitude de fronts. Nous espérons que cet épisode raconte une de ces réinventions. Tu vois, je te l'avais dit. Allez, viens. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Allez, viens. Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Allez, viens. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. On est bien. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. Allez, viens. La violence, c'est le mépris envers les populations. Viens. C'est bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. C'est génial. Ça va passer aussi par du sabotage. Viens. Allez, viens. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Viens. Saison 3, épisode 3. Fabriquer des alternatives décoloniales depuis les luttes sans papier. Récit de chantier avec l'association A4. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de résumer un peu la situation que nous vivons actuellement. Nous travaillons dans une entreprise de ramasse de volailles qui s'appelait Prestavic. Ben écoutez, déjà nous sommes des sans-papiers. Et le mec, qu'est-ce qu'il faisait ? Il nous recrute, il nous promet nous régulariser, s'occuper de tous les papiers et tout ça. Donc, nous travaillons ne connaissant pas nos droits. On se tuait à la tâche et tout ça, alors qu'en fait, le mec, il ne faisait rien, ce qu'on ne savait pas. Donc, là où tout va se déclencher, c'est pendant le premier confinement. Vous savez, on travaille dans l'alimentation parce que c'est la volaille. Donc après, nous, on est fiers d'aider la France parce que là, les gens devaient se nourrir et tout ça. Donc on nous demande de bosser, on dit il n'y a pas de souci parce que nous aussi, on peut tomber malade. Donc on bosse pendant le confinement alors qu'il y a d'autres entreprises qui arrêtaient de travailler parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Nous, on y va, on bosse pendant tous les 2 mois et tout ça. J'ai eu le Covid parce que le mec, il nous donnait 2 masques par semaine pour aller bosser. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'abord, quand on se plaignait, il nous disait, écoutez, vous n'avez pas de papier, si vous faites, vous rentrez dans votre pays. Moi, je suis chez moi, je suis français. Voilà. Donc, pour un boulot, par exemple, je vous donne un exemple. Tu dois faire un camion en 1h15. Le mec, il te diminue tout. Il te dit de faire le camion en 45 minutes, ce qui n'est pas normal. Et on nous met la pression. On est en train de bosser. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, on te dit non. On te dit forcément de travailler. Voilà quoi, on a tellement subi. Et après, comment ça va se découvrir, c'est-à-dire l'inspection du travail qui fait une descente sur le chantier. Mes amis et moi, on avait peur. Et moi, je leur ai dit non, on n'a pas à avoir peur. Il faut que la France sache qu'on travaille. On est en train de travailler, on est en plein confinement et nous, on est en train de travailler, il faut qu'ils sachent. Le mec, il nous a fait rêver.
On ne sait pas dans quelle situation on est embrouillé. Et voilà quoi. Donc dans l'entreprise, on était 17 employés sans papier. Il y en a 11 qui ont eu le titre de séjour. Nous sommes 6 qui restons. Et voilà, on nous fait tourner en rond pendant qu'on a travaillé pendant près de 2 ans dans l'entreprise. Vous imaginez la mairie de Morlaix qui constate qu'il y a des habitants de Morlaix qui ont eu le Covid. Mais on a cotisé pendant près de 2 ans à la MSA. Ils étaient bien contents qu'on cotise. Mais après, ils nous disent qu'on n'a pas droit à quelque chose parce qu'on n'a pas de papier. Je dis, mais attendez, quand je cotise, vous êtes d'accord pour prendre mon argent, mais après, vous me refusez des droits. Et je suis là, loin de ma famille, j'ai le Covid, je suis dans ma maison, je suis confiné, je ne peux pas sortir. Et rien, l'employeur, il s'en fout parce qu'il dit qu'il est français. Je voulais partager ça avec vous, quoi, en fait. Du coup, on est dans les serres d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Bichet. C'est 3000 mètres carrés de serre qui était une ancienne pépinière industrielle et qui maintenant est vide. Il n'y a plus de système de chauffage, il n'y a plus de système d'éclairage de lumière, il n'y a plus de système de pompage de CO2 ni d'arrosage électrique et tout est à refaire. Et on reprend ces serres avec une association qui essaie de, comme le dit Habib très bien, d'ouvrir une porte vers l'artisanat et l'agriculture à des personnes qui ont fait le voyage, qui arrivent souvent en France avec plein de savoir et qui se retrouvent un peu coincés dans des villes à faire des jobs pourris ou être exploités. Et qui du coup, pour Idriss, ça a été très important de commencer à ouvrir un lieu qui donne de la force et qui donne de la motive et qui fait sentir les gens en capacité de se mettre à expérimenter des nouvelles choses, se auto-former pour ensuite partir ailleurs, monter leur activité. Un peu type l'école zapatiste, quoi. C'est pas mal, j'y pense maintenant. Et je trouve que c'est très stimulant et très intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé de monter un chantier, de le faire à partir d'un lieu qui est aussi symboliquement part de l'agriculture industrielle. Et du coup, on fait des bacs hors sol. On est sur du ciment, on doit creuser de la terre d'ailleurs et au lieu d'acheter de la terre, acheter des engrais, faire pousser des trucs et les revendre, on doit monter un système circulaire dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Et je trouve ça très stimulant et c'est pour ça qu'on a une équipe qui s'occupe du compost pour penser à la soutenabilité, enfin la circularité du lieu. Une équipe qui construit des bacs qui sont hors sol mais qui à la base vont être nourris avec de la terre qui s'est construite sur place, à partir aussi de tout un tas de stratégies de fertilisation inventées sur le lieu. On a une équipe qui réfléchit à la température parce que des serres c'est très chaud et c'est très froid. Et l'idée c'est pas du tout de pas seulement faire pousser des légumes ici, mais c'est aussi d'en faire un espace de vie, du coup une sorte de serre polyvalente. Et du coup, c'est pas mal de réfléchir à comment gérer la température, pas que pour faire pousser des plantes, mais aussi pour pouvoir y vivre. Et ensuite, on a une équipe qui s'occupe d'un système d'arrosage, parce que carrément, on a 3000 mètres carrés de surface dans laquelle on peut récolter énormément d'eau, mais on n'a pas l'espace de stockage pour cette eau de pluie. Du coup, il faut créer un système de stockage et aussi un système d'arrosage. Et c'est à travers tous ces types de petite expérimentation qu'on essaie de rendre cette serre pas un lieu industriel, de culture industrielle, mais un lieu de soutenable en soi, où on peut faire pousser et faire former des gens et faire des trucs cool. En septembre 2023, on était à nouveau avec l'association A4, qu'on a interviewé il y a plus d'1 an. Vous vous en souvenez peut-être, dans l'épisode 1 de la saison 2. Son objectif est de créer un réseau de fermes accueillantes pour toutes et tous, notamment pour les personnes sans papier. Ça, c'est ce qu'il a fait avant. Et maintenant, tu vois, il fait des grands bacs. Là-bas, il y a des cacahuètes. Comment Non. Cacahuètes. Cao. Tu connais pas? Non. Je sais pas comment on dit en albanais. Je sais pas comment on dit cacahuètes. Des fermes qui seraient capables de prendre en charge les enjeux spécifiques liés à la migration, mais d'égal à égal, comme eux-mêmes le disent. Il y a quelques mois, A4 a récupéré d'anciennes serres en Bretagne pour en faire un lieu d'accueil, d'activité et d'organisation pour l'association. On y a été pour participer à un chantier dont l'objectif était le suivant: commencer à transformer ces anciennes serres industrielles en un lieu d'activité et de convivialité,
à même de répondre aux enjeux spécifiques des personnes migrantes en France. Il s'agit donc de créer un lieu désirable pour toutes et tous, où les possibilités de transmission, d'apprentissage, de travail et de vie digne peuvent s'épanouir pour des personnes à qui l'on refuse cela systématiquement. Pour comprendre cet acharnement à construire des lieux qui peuvent transformer les trajectoires auxquelles la migration assigne, il nous a aussi fallu mener l'enquête et recueillir des témoignages. Quelle est cette vie que l'on fuit, ce travail agricole que l'on subit? Comment les alternatives peuvent-elles prendre au sérieux la question de la migration et de la décolonisation? Le chantier s'appelle « De l'héritage colonial à l'habiter en commun ». Est-ce que tu pourrais expliquer ce titre? Oui, ce titre il a été conçu avec Nico à partir de réflexions qu'on mène depuis pas mal de temps et qu'on n'a visiblement pas été capable de transmettre au groupe. Du coup, à la base, on pensait que l'héritage colonial était à la fois présente dans l'infrastructure. Qu'est-ce que c'est une serre, qui est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé à partir de l'Empire romain et qui s'est ensuite passé d'empire en empire et qui à un moment, à l'essor de la colonisation, était aussi symbole en Europe de tous les lieux qui étaient conquis à partir des plantes qu'on amenait en Europe. On les mettait dans des serres, on les faisait pousser dans des conditions qui n'étaient pas du coup européennes parce qu'il y avait plus de chaleur. Enfin, bref, du coup, je vais trop loin, mais en tout cas, on montrait toutes les plantes qu'on avait récoltées dans des territoires qu'on avait colonisés et on les mettait dans des serres en Europe. Et ensuite, la serre devient, avec l'essor de la grande industrie, devient la façon dont certains pays européens deviennent les plus grands exportateurs du monde alors qu'ils sont des très petites surfaces, type les Pays-Bas qui est le plus grand exportateur de tomates. Et du coup, on pensait que l'héritage colonial était à la fois dans l'infrastructure et à la fois dans la façon d'organiser le travail. Et du coup, on voulait mixcler parce que tout l'enjeu d'A4 est aussi de dénoncer les conditions de travail des personnes qui des fois ont des galères de papier et que du coup, cette double croisement de l'héritage colonial et dans l'infrastructure et dans la façon d'organiser le travail pouvait se réinventer dans une serre, du coup à partir d'un outil qu'on hérite et qu'on doit reprendre et transformer à partir d'un lieu situé qui est une serre et qui a rendre quelque chose de polyvalente et commun. Et c'est à partir de l'expérimentation à la tout va, sans aucune réflexion sur l'efficacité, la productivité et tous ces types de valeurs qui sont absolument omniprésentes si on commence en exploitation agro-industrielle dans une serre. Bon, en théorie, les personnes sans papier n'ont pas le droit de travailler en France. Pourtant, les préfectures leur demandent d'avoir travaillé un certain nombre d'années pour prétendre à une régularisation. Car en réalité, les autorités savent que les sans-papiers travaillent. Finalement, leur situation administrative arrange bien tout le monde, et surtout le capitalisme contemporain. Les sans-papiers constituent une sous-classe sur laquelle les appétits des capitalistes s'abattent. La course au papier leur impose d'accepter tout un tas de travaux pénibles, dévalorisants, parfois dangereux. Notre chantier se déroulant en Bretagne, nous avons pris le temps de mieux comprendre le travail agricole pénible qu'accomplissent de nombreuses personnes sans papier. La région dépend largement de ces travailleuses précaires dans les champs de monoculture, les serres industrielles, les élevages intensifs de volailles. Notre chantier, riche des récits et des expériences des personnes concernées, se fabrique en contre-pied de l'exploitation des sans-papiers et tente d'indiquer qu'il faut se positionner sur deux fronts. Celui, évidemment, de la défense des droits des travailleurs, avec ou sans papier, pour lutter pour de meilleures conditions de travail et de salaire, et pour des régularisations massives. Mais aussi, il nous faut créer ensemble des possibilités différentes de travail et d'activité qui rendent justice au savoir et aux aspirations des gens qui viennent vivre ici. Nos alternatives doivent être à même de répondre aux enjeux de toutes et tous, ou sinon elles failliront. Les amis d'A4 sont allés parler à Ibrahima Diallo, sociologue qui a enquêté pour sa thèse sur le travail saisonnier des migrants en France. Lui-même travaillant dans les champs de coco quand il était étudiant. Il nous raconte ce qu'il a observé de ce travail méconnu et de la façon dont les travailleuses migrants y prennent part. Je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis docteur en sociologie de l'Université de Poitiers. J'ai travaillé sur 3 terrains près de Poitiers, dans les champs de Mollon et puis dans l'usine de conditionnement de Mollon, mais aussi en Champagne, dans les vignes, en Bretagne, dans les champs de coco.
mais aussi dans les campings bretons. Ce sont des campings qui se trouvent à proximité des exploitations agricoles. En Bretagne, en fait, le logement précède même, on peut le dire comme ça, précède à l'embauche, à l'emploi. Les saisonniers doivent d'abord trouver, les candidats aux travaux agricoles doivent d'abord trouver un logement dans ces campings-là avant même de se faire recruter par les exploitants. Donc, pas tous les saisonniers. Là, peut-être qu'il faudrait souligner ça. C'est surtout les saisonniers non motorisés. Les saisonniers subsahariens qui ne sont pas de la région et qui arrivent de Paris, des pays comme l'Italie, l'Espagne, ou bien des villes comme Poitiers, donc qui arrivent en Bretagne, sont obligés de trouver une place dans ces campings-là avant même de trouver un emploi saisonnier. Et plus particulièrement, moi, je me suis intéressé aux saisonniers issus d'Afrique subsaharienne. Là aussi, il convient de décomposer même cette catégorie de saisonniers en 3 sous-catégories. On a des travailleurs qui possèdent un visa long séjour, qui résident en Europe. On a des étudiants, mais aussi on a des sans-papiers. Mais parmi ceux qui possèdent un titre de travail visa long séjour, qui résident en Europe, on a ceux qui arrivent des pays comme l'Italie et l'Espagne, mais aussi ceux qui résident en France, qu'on peut considérer, c'est une catégorie qu'on utilise, mais qui ne rend pas fidèlement compte de toute la réalité de cette migration, catégorie de saisonniers qu'on peut appeler des migrants économiques. Je mets beaucoup de guillemets en migrants économiques parce que tous ne sont pas arrivés en France pour des raisons économiques. Mon enquête reposait sur une enquête à caractère ethnographique. Du coup, je travaille moi-même dans les champs de coco. Beaucoup d'observations participantes, donc sont les saisonniers que j'ai rencontrés, exercent ce type d'emploi saisonnier. Oui, par rapport aux conditions de logement dans le camping, moi, en tant que comme saisonnier, j'ai passé 1 mois dans le camping privé, qui se trouve à Pommery-Joly. En fait, on a 2 espaces. On a un espace saisonnier, et derrière la haie, on peut voir les toits des mobile homes. Des vacanciers. Voilà, des vacanciers. Ce qui fait qu'on a 2 mois, on a 2 espaces qui sont séparés par une haie. Quand on regarde aussi on creuse le sujet, on se rend compte que cette ségrégation dont je viens de parler est liée parfois à la situation précaire des salariés agricoles. Dans les campings, on les juge, que ce soit les propriétaires ou bien même les femmes de ménage. Quand on tend l'oreille, ce qu'on entend, on dit souvent que ces salariés agricoles sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de rond, qui n'ont pas d'argent en fait. Donc, ce sont des gens qui sont sales, qui font beaucoup de bruit, donc des stéréotypes raciaux qui reviennent dans les discours de la part des propriétaires de camping. Du coup, il faudrait protéger le corps social de ces gens qu'on peut juger un peu néfastes. Le travail agricole saisonnier est fait pour des gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont pas de diplôme, comme les migrants économiques. Les migrants économiques, certains migrants reprennent cette hiérarchisation, reprennent ces schémas-là. Ils disent que pour le travail agricole n'est pas fait pour vous, les étudiants. De toute façon, vous êtes là pour une année. Après, vous allez partir. Vous pouvez mobiliser vos capitaux culturels pour trouver un boulot dans un autre domaine. Le sale boulot, donc ça faisait référence à des boulots qui sont dévalorisants socialement. Donc moi, je me suis servi de ce concept-là pour étudier surtout comment le travail agricole est perçu, comment ils vivent en fait leur expérience en tant que travailleur agricole saisonnier. Bon, vous l'avez compris, on s'est intéressé au travail dans les fermes-usines en Bretagne, et plus précisément à leur façon d'employer massivement des sans-papiers dont ils tirent bénéfice. Dans ces situations, les employeurs profitent des vulnérabilités administratives des personnes et leur imposent des conditions de travail indignes. Ces entreprises ont pris l'habitude de ne pas respecter le code du travail avec cette population bien précise. Suspendus à des promesses de papier et ignorant la loi, beaucoup se retrouvent à accepter des conditions épouvantables. Pendant notre chantier, nous avons eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qui ont travaillé dans l'entreprise Aviland, à Landivisio, en Bretagne. 27 personnes sans papier ont porté plainte contre cette entreprise de ramassage de volailles. L'affaire a 2 volets. Celle d'une plainte pour travail dissimulé, qui se déroule au prud'homme et qui leur permettrait de récupérer des salaires non versés et des indemnisations pour licenciement. Une seconde pour traite humaine, qui dénonce les conditions indignes de traitement que les ex-salariés ont subies.
Moi, c'est Claude. J'avais été recruté en 2019. Vous savez, lorsqu'on arrive en France, un sans-papier, le tout premier rêve, c'est d'avoir ses papiers. Lorsque notre patron, Sassa Villan, nous embauchait, il nous faisait la promesse d'une régularisation parce qu'on nous disait qu'après 2 ans, on serait régularisé. Donc nous nous sommes engagés sans réfléchir. Dès le début, on ne regardait pas le travail que nous faisions, on regardait la finalité, les papiers qu'on devrait avoir à la fin de nos 2 ans. Et au début aussi, ce n'était pas... Le travail était physique, c'est vrai, mais nous avons été habitués à faire des travaux peut-être un peu plus durs que ça. Donc ce n'était pas les conditions du travail même, ce n'était pas un vrai problème. Le problème était dans l'encadrement, dans le temps du travail et les procédures. Et moi, je me nomme Ahmed. J'étais en région parisienne. J'ai fait une dizaine d'années en région parisienne, à Saint-Denis comme vous. Donc du coup, le 16 octobre 2008, depuis le 16 octobre 2008, je suis en France. Je travaille en tant que chauffeur-livreur. J'ai fait un peu partout dans le bâtiment, tous les petits boulots de gauche à droite, jusqu'à ce que on va entendre parler de ce monsieur qui propose aux immigrés de les régulariser derrière. Fait le contrat, il n'a pas vu de comptable, rien. Il a pris juste mon passeport, c'est ça? Il a pris mon passeport, il a fait la copie, il dit vas-y, c'est fini. Je dis bon, peut-être c'est une découverte pour moi, j'ai jamais vu ça, mais je vois comment ça va se passer. Donc on commence à travailler comme les collègues l'ont dit. On travaille, on peut sortir de chez nous à 2h du matin, rentrer le lendemain à 17h et tu repars à 19h. Des fois, tu n'as qu'une heure chez toi et tu repars. Entre 1h retourner à la maison et 1h partir sur l'autre chantier. Ils vous ramènent sur l'autre chantier direct. Vous restez dans le fourgon, vous dormez, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, vous attendez. Tout ça, c'est pas le trajet, il n'est pas pointé. Moi, j'étais chauffeur. Le trajet aller, quand tu dois aller sur un chantier, tu conduis aller, il est rémunéré, mais le retour, il n'est pas rémunéré. Tu conduis aller-retour, tu as sommeil, tu ramasses comme tout le monde, tu tiens la vie de 9 personnes à la mer. On s'est débrouillé, on s'est dit, bon, toujours est-il qu'on a besoin de fiches de paye. Parce que moi, j'avais déjà plus de 10 ans sur le territoire. Donc, arrivé un moment, moi, je suis parti avant tout le monde. Parce que moi, je suis un peu révolutionnaire dans des cas, quoi. Moi, je suis parti avant tout le monde. Voilà, donc, j'ai dit, moi, je préfère retourner dans la livraison que de subir l'esclavage. On avait un chantier, je suis parti de chez moi en 4 heures. Passé chez tout le monde, de porte en porte, avec le camion. On arrive sur le chantier, on avait pour 8 heures de boulot. 8 heures, c'est-à-dire 1 heure par camion. On devait charger 1 heure par camion, vider 2 poulaillers. Donc les 2 poulaillers, ça fait 8 heures, 4 heures, 4 heures. Et on finit le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment, on est dessus, il y a un retard de camion. Il est 17 heures, je suis parti de chez moi à 4 heures du matin. Il est 17 heures. Le monsieur ici permet de faire un planning. Donc à 17h, il envoie en pause, je fais mon téléphone, je joue avec mon téléphone et je vois il a ramené un planning. Il me dit à 19h, j'ai un autre chantier, des canards. Et à 22h, j'ai un autre chantier. Je l'appelle, je dis Daniel, c'est le nom de Daniel. Et Daniel, excuse-moi, mais là je suis trop fatigué. Le chantier de 19h, je ne peux pas le faire. Laisse-moi faire le chantier de 22h. Pour moi, il a accepté, il ne m'a rien dit. Pour moi, s'il ne me dit rien, c'est qu'il a accepté. Il ne m'appelle pas pour me dire oui, tu es puni, parce que lui, c'était comme ça. Quand il refuse, tu es puni, tu ne travailles pas, malgré que tu as un contrat CDI avec lui, tu n'es pas payé, tu es payé que quand tu travailles. Donc, je me réveille chez moi à 21h, je m'apprête. J'arrive devant chez lui, je l'appelle, je dis Daniel, je suis là, renvoie-moi la clé, je vais partir au boulot. Il a dit non, rentre chez toi, direct. Il rentre chez toi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tu as refusé le chantier de 19h. Je dis, Daniel, ok, dans ce cas, si je rentre chez moi, malgré tout ce qui va se passer, même si je vais mourir de faim en France, je vais crever de faim, mais je ne travaille plus. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, merci beaucoup d'être à Nambourou et d'être venu ici. ACAT, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ACAT, ils ne savent pas. ACAT, c'est un 4A, Association Accueil Agricole et Artisanal. Et en fait, on a fait ce petit documentaire parce que c'était en discussion avant la création des associations, qu'il y en a qui ne croient pas qu'en fait, il y a la possibilité de créer un asso et avancer, qui disent toujours en fait, c'est pas possible. Pour nous, les personnes sans papier, tout est compliqué et on ne peut pas avoir le lien avec les campagnes et c'est très compliqué, quoi. Du coup, c'est une idée de un de notre collègue qui s'appelle Bako, peut-être vous allez le voir dans un petit documentaire, qui a dit en fait c'est mieux qu'on fasse un petit documentaire, comme ça on pourra montrer les autres collègues en fait il y a la possibilité, on pourra le faire. Et du coup, on va vous laisser regarder la petite documentaire. Et on viendra après pour discuter avec vous et présenter plus large l'objectif de l'assaut. Et aussi le chantier qu'on a ici à Lannion cette semaine. Mais t'auras la pression juste de ta colonne d'eau, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas énorme. Non, justement. Mais c'est ça le truc, c'est que s'il faut un diamètre plus grand, pour que pour pas avoir quand on est un diamètre plus petit, ce sera en pression du coup. Oui. Mais sauf que la pression, alors on n'arrivera pas à rentrer en pression avec juste la colonne d'eau dessus, tu vois. Mais au début, tu as des gros diamètres et après, à la fin, tu peux mettre des plus petits diamètres quand tu arrives au niveau du goutte à goutte. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. C'est plus par rapport. Le tuyau principal ici. Et qu'après, tu as des petites ramifications là. Ça, c'est les allées, tu vois, entre les bacs. Et donc, on peut plus trop marcher, quoi. Bah, sauf si tu mets genre proche. Si tu colles le gros tuyau au bac et que tu fais genre juste une entrée de petit qui vient goûter. Okay. Et tu mets genre un gros tuyau proche de chaque bac. Et du coup, tu as encore genre tout cet espace entre les bacs pour pouvoir circuler, quoi. Ouais. Avec la notion aussi il disait que ça serait bien de penser que le système puisse évoluer, qu'on puisse mettre à terme des bidons, même les poubelles. Hein, on peut réfléchir à comment utiliser les petites poubelles. Les poubelles noires, là, Poubelles à chaque entrée. Et du coup, genre foutre une poubelle entre ça et ça, et après avoir le tuyau qui est relié à ça, comme ça. Là, vas-y. La jeunesse de l'asso, en fait, c'est de commencer entre des copains. 2020, 2021, après la Covid, discuter de la problématique. En fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en Europe. En France, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici avec leur bagage de savoir soit cultiver la terre, soit travailler dans l'artisanat, ou soit ils ont des diplômes qui ne sont pas connus ici en France. Et ils se trouvent directement, on travaille dans les grandes villes, dans le ménage, restauration, de la plonge, en tout cas des boulots de merde, quoi. On a commencé à réfléchir sur ça et après on s'est fait inviter sur le premier rencontre de reprise de terre à la ZAD de Notre-Dame. Et c'est là que le constat qui est sorti, il y a beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite. En même temps, il y a beaucoup d'immigrants qui sont là, qui connaissent cultiver la terre, mais les portes ne sont pas ouvertes pour eux. Et c'est là on dit qu'il y a un travail à faire ici, quoi. Donc c'est pour ça qu'on rencontre aussi des gens qui travaillent dans la lutte paysanne et tout ça, qui ont proposé avec Tariq et Bakar notamment, on a fait visite sur la ZAD, on dit pourquoi pas, on ne va pas commencer par des voyages enquête et à identifier les fermes accueillantes en France pour qu'ils puissent peut-être à développer un réseau d'accueil et essayer d'accompagner des jeunes administrativement et dans la vie, quoi. Dans cette période que la personne est accueillie dans le cadre au CAO, il n'a pas de droit de travail. Et même bénévolat, en fait, tu n'as pas de droit. Parce que moi, j'ai passé par là, j'ai essayé, en fait, d'avoir bénévolement, c'était compliqué, il faut assurance, je sais pas quoi. Et en fait, la personne, quand elle arrive, tu as traversé la Méditerranée, je sais pas quoi, tu as plein de problèmes dans ta tête et du coup, tu es accueilli aussi dans un cadre au centre d'orientation qui t'as pas des activités et t'as pas le droit de sortir et en fait c'est énorme c'est comme tu es dans une prison et en plus ça va durer
de 1 an à 2 ans, comme ça, sans avoir des activités, sans avoir des dawas, tu étais là, tu sais pas quoi faire. Et c'est à partir de là aussi, on a dit, en fait, l'asso, ça va servir à ça, de sortir les gens et avoir... le proposer des activités, voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec eux. Et il y a plein de gens qui arrivent ici, en fait, ils ont des savoirs à faire, c'est pas des personnes qui arrivent, qui n'ont pas... Moi, je sais pas comment dire, parce que pour moi, c'est une prison, en fait. Tu es dans une prison et ça va développer, en fait, tous les problèmes que tu as dans ta tête. La personne va devenir, en fait, vraiment malade, quoi. On avait dit l'asso, ça va servir à ça aussi. Et les agriculteurs, les producteurs que nous rencontrons, beaucoup sont dans le besoin pour les aider, pour les cueillettes, les récoltes et pour autre chose. Et dans ce cadre, A4, notre groupe a essayé de placer même 4 ou 5 personnes, y compris moi, et nous avons travaillé pour un producteur. C'est juste pour vous dire que c'est une décision politique qui maintient les personnes immigrées sans travail. On préfère avoir les personnes immigrées dans l'assistanat. C'est-à-dire, on vous donne où dormir, matin, un petit déjeuner, et à 7h30, vous êtes livré à vous-même. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait le soleil, vous flânez, et à 18h, vous rentrez encore à la maison. Je suis intéressé aux relations internes de solidarité au sein même du groupe des saisonniers. Ça peut être, par exemple, le fait de cacher la situation administrative de quelqu'un quand on sait qu'il est sans papier, qu'il travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre. Dans l'équipe, j'étais avec cet ami que j'ai appelé Djibril, 2 étudiants au sein du groupe. Le reste, c'était des migrants, des gens qu'on peut qualifier d'illettrés. En fait, je mets beaucoup de guillemets à illettrés, c'est-à-dire des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui parlent approximativement le français. Quand les autres ont eu vent de ce questionnement de la part des vignerons qui nous questionnaient tout le temps, oui, mais est-ce que, voilà, nous étions ces interlocuteurs. En tant qu'étudiants, on était en sorte des intermédiaires entre les migrants saisonniers et ces vignerons-là. J'ai même l'expression d'une saisonnière qui nous disait que vous pouvez comprendre le monde des Blancs. Pour elle, il y a 2 mondes, il y a le monde des Blancs et le monde des Noirs. Pour cette femme-là, ce monde des Blancs n'est pas compréhensible pour elle. Voilà, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui parle presque pas le français. Du coup, c'était difficile de déchiffrer le monde des Blancs. Là, je donne ces 2 exemples. Peut-être qu'il y a d'autres formes que j'ai soulignées dans ma thèse. Dans le logement, ça peut être, par exemple, l'hébergement clandestin des saisonniers dans leur tente. Du coup, les saisonniers qui ont eu la chance d'être logés, ils pouvaient héberger clandestinement dans leur tente des saisonniers qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place dans le camping. C'est un groupe social qui est invisible par rapport aux ouvriers de l'industrie. Mais pour les chercheurs, au-delà même des chiffres, ils donnent d'autres raisons qui peuvent expliquer l'invisibilité des salariés agricoles. Ce n'est pas, par exemple, un travail qui se fait sur l'année, c'est sur une courte période. Et en même temps aussi, parfois on a cette difficulté-là à différencier le saisonnier avec d'autres salariés au sein même d'une entreprise, parce que parfois on peut confondre le saisonnier et le permanent. Du coup, voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer leur invisibilité. Je pense, en tout cas, cette invisibilité joue un rôle important dans le fait que leurs conditions ne soient pas visibilisées ou bien défendues par des collectifs qui s'occupent de la défense des migrants saisonniers. Beaucoup de chercheurs essaient de rendre visibles les travailleurs agricoles saisonniers par leurs publications, par leurs écrits, mais aussi il y a des actions de la part des collectifs comme voilà, le Codestras qui peuvent mener des actions pour rendre la condition de ces travailleurs agricoles saisonniers beaucoup plus visible, quoi. L'idée c'est d'aller voir les Lagnonnais et les Lagnonnaises pour aller traquer pour la soirée de samedi ici. C'est quoi comme ça?
C'est une soirée pour faire venir un peu les gens du coin et leur laisser l'occasion d'imaginer ce qu'ils aimeraient qu'on fasse de ce lieu. Et soirée de soutien aussi pour A4. Pour présenter A4 aux gens autour. Si tu veux, on marche parce que... Attends, je vais aller quelque part. Attends, on voit pas. Ton truc qui amène là, c'est quoi ça? C'est le téléphone où tu enregistres ce que nous on a. Tu passes à la radio. Tu passes sur France Inter là, en direct. C'est clair, en direct. Moi, je suis Marion, je fais partie de l'association Étincelle, qui existe depuis 9 mois sur Lannion, qui a été créée suite à la fin d'un dispositif français langue étrangère au CADA de Lannion, où en fait on organisait pas mal d'ateliers et d'activités ouverts sur le territoire, dans l'idée d'accompagner les personnes hébergées par le CADA à rencontrer du monde, à se faire un réseau et du coup par ce biais-là à pratiquer le français autrement qu'avec des tables et des chaises et des crayons, parce que ça marche pas. Et aussi dans l'idée de préparer pour les personnes qui sont temporairement hébergées au CADA la suite pour eux, c'est-à-dire pour les personnes qui auront le statut de réfugié, pouvoir leur donner des billes pour la suite en termes d'insertion, parce qu'une fois qu'ils ont le statut de réfugié, on leur demande d'aller vite, de vite trouver un travail, de vite trouver un logement, de vite se démerder tout seul. Et pour ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, donc qui sont déboutés du droit d'asile, on leur demande aussi encore plus vite de se barrer du CADA. Et parfois, certains ont des OQTF ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'ils partent et qu'ils trouvent des ressources. Il y a à la fois des gens qui peuvent avoir des ressources communautaires et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc l'idée, c'était aussi de leur dire, en fait, maintenant que vous habitez ici, enfin que vous êtes hébergés ici, puisque les CADA font la différence entre habiter et être hébergé. Et juste, on habite ici sur un même territoire. C'est un territoire rural, c'est un territoire où c'est compliqué de se déplacer pour des gens qui n'ont pas de véhicule. Parce que les transports en commun, c'est très merdique à Lannion. C'est un territoire où, culturellement, c'est des ingénieurs qui ont monté Alcatel, qui bossent chez Nokia, Orange, machin. Donc, il y a un haut niveau social, quoi, pour certains. L'ambiance, on va dire, sociale sur Lannion s'en ressent, parce qu'il n'y a pas énormément de choses en termes de lien social, d'entraide, si ce n'est ce que font les associations, qui se cantonnent quand même du coup, entre guillemets, à de l'aide matérielle, ce qui est essentiel, indispensable, etc. Mais voilà, nous on a monté cet asso parce qu'il manque des maillons, et du coup, nous on peut être un des maillons ici. Je pense que ce que fait A4 ici et ce que veut monter Idriss aussi, c'est justement un endroit où on peut venir en disant, voilà, je sais pas comment faire. Et j'ai besoin de rencontrer des gens qui vont pouvoir me dire qui aller voir pour comprendre un peu mieux comment je dois faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté des personnes précaires ou des personnes qui veulent aider, voilà. Faire vraiment un lieu de rencontre en fait. Et puis après, voilà, moi ce que je trouve super ici, c'est que on se rencontre en faisant des trucs. Et pour moi, c'est la meilleure façon de se rencontrer, surtout quand on ne maîtrise pas la langue française. Quand tu vois, là, il y a Alex qui est albanais, qui se débrouille un tout petit peu en français, mais voilà, il arrive, il prend le marteau, il construit des bacs de culture avec 4-5 personnes autour de lui, et moi je suis persuadée que là, il y a une vraie rencontre qui se passe, quoi. Moi je crois à ça en fait, de se rencontrer en faisant des choses. Et du coup, après, on tissait des liens pour essayer de se dépatouiller dans ce grand merdier administratif français. Donc c'est ça aussi l'idée là cette semaine. J'ai essayé d'amener un peu des gens qui viennent voir, qui voient que c'est ouvert, qui peuvent venir même sans être accompagnés. Moi je suis Sandra Barrientos Callamullo. Je me viens d'utiliser les deux noms de famille du côté de mon père et de ma mère. Et malgré que Barrientos c'est de la colonisation, mais mon père il est Barrientos Mamani. Et Mamani, c'est notre nom de famille ancienne. Et Callamullo aussi. Et Calla, ça veut dire quelque chose qui commence. Et Mullo, c'est un peu la spirale au cet mouvement. Donc, voilà. Et Mamani, c'est
une sorte de faucon, une sorte, oui, de la famille Mamani. Oui. Pourquoi amener ici un peu de chez nous? Je sens que c'est un peu être part d'une rencontre ancestrale, on peut dire, d'une rencontre de lutte aussi, parce que ici, il y a aussi une mémoire ancestrale, il y a aussi un parcours historique de lutte de les cultures autochtones. Jusqu'à aujourd'hui, on a les Bretons, on a l'Occitan, les Catalans, les Euskera, donc il y a tout ça ici. Et je trouve que c'est un peu oublié, dénié, presque méprisé. Ce qu'on a présenté hier, c'était le film autour de la lutte contre la mine de lithium. Et c'est l'extractivisme. C'est pas que d'aujourd'hui. Ça vient de plus loin. Ça vient de l'époque de l'invasion, en 1492. Et ça a commencé l'extractivisme chez nous. L'extractivisme et la massacre de tous les êtres vivants, pas que les humains. La connexion entre les documentaires qu'on a présentés hier, c'est justement la place et comment on habite ici, en la Terre. Et je pense que vers là-bas, il y a quelques pistes qui nous peuvent aider à vivre autrement. À 4, dans mon expérience, c'était d'abord il y avait une logique du réseau. Donc c'était un réseau à niveau hexagonal pour l'instant, au niveau France, et des fermes collectives, etc., des lieux associatifs, des lieux solidaires qui pourraient faire les liens entre ça et la réalité des personnes qui sont en difficulté administrative avec sans papier, peu importe. Et voilà. Et donc, il y avait cette idée du réseau, non? Mais il y a eu plein de discussions au sein de la 4, et à un certain moment, on s'est rendu compte, les copains se sont rendus compte, que pour faire un réseau, il faut aussi s'ancrer dans certains lieux. Non? Et c'est pour ça que parfois il y avait cette impression que on était en train de faire plein de contacts, plein de voyages enquêtes, connaître plein de lieux, mais il n'y avait pas un lieu d'A4. Donc un lieu où A4 pouvait aussi accueillir, où ça pouvait aussi être une porte d'accès pour toutes les réseaux. Et c'est pour ça que Idriss, je pense qu'il a décidé aussi d'investir ce lieu aussi en Bretagne, pour avoir un peu un lieu où s'ancrer et commencer à construire un réseau à partir d'un point d'ancrage. Ça ne veut pas dire que ces lieux répondent à tous les enjeux d'A4, carrément, non? Ça pourrait être un espace qui fait un peu la première rencontre, qui permet la première rencontre avec des gens qui après, par exemple, puissent être envoyés à d'autres noyaux partis du réseau. Non? Et ça veut dire créer un espace qui permet des rencontres. Un espace qui aussi est attractif pour des gens qui peut-être circulent pas forcément, par exemple, dans des milieux militants, des milieux de lutte, qui sont un peu extérieurs à ce circuit-là. Et donc, il faut envisager un espace qui permet ce type d'accès à ces gens-là. La première possibilité, c'est carrément un espace qui offre du travail ou du travail dans certains moments. Et donc, les gens qui n'ont pas accès au travail, qui ont des difficultés pour soutenir leur vie matérielle et tout, peut-être ils vont vouloir venir ici parce que c'est un espace qui offre un peu de travail, un peu d'accès à ça. Mais c'est pas que le travail. Il y a aussi, par exemple, la formation dont Idriss parle toujours. Et la formation, ça veut dire que cet espace peut devenir aussi une petite école de diverses choses, non? Des maraîchages, des choses avec les plantes, mais aussi d'autres choses, par exemple faire des liens avec des gens qui vont donner des cours d'arabe et de français. Et ça permet un peu de circulation là-dessous, ou d'autres types de métiers. On a beaucoup discuté, par exemple, de faire des petits ateliers de charpenterie ou des fours à pain, je ne sais pas quoi, qui permet aux gens qui sont intéressés à se former là-dessous de venir à cet espace-ci. Qui permet aussi plus de circulation des gens, et des gens hétérogènes aussi. Carrément, il y a un intérêt aussi à que ça devienne aussi un espace de réflexion et un espace politique, non? Mais un peu l'enjeu, c'est pas rester dans les boules et les circuits militants classiques français. Non?
Et précisément parce qu'il y a un pari de transformer, de permettre l'accès à d'autres gens qui n'appartiennent pas à ces espaces-là de façon habituelle. Et comment est-ce que ça s'insère dans un contexte plus large de la lutte un peu contre l'exploitation du travail détaché ou contre ce type de choses? Il y a diverses hypothèses. Non? À 4, en train de faire un travail, par exemple, d'enquête dans des milieux agricoles où il y a des travailleurs saisonniers, où il y a du travail détaché, pour commencer à repérer et faire un travail d'enquête sur les conditions de travail de ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de bouche-oreille, il y a beaucoup de choses que les travailleurs connaissent très bien, mais il n'y a pas une systématisation de cette info. Et donc, il y a un premier travail d'enquête pour connaître la situation, connaître son situation qu'on ne connaît pas. Et à partir de ce travail d'enquête, on est en train de discuter de diverses stratégies. Par exemple, les rapports de force. Il y a des hypothèses de penser à la constitution d'un syndicat ou à la constitution d'un réseau qui est médiatique pour dénoncer certaines choses, etc. Et enfin, il y a les lieux en soi, il est en soi une alternative à un autre modèle de production, c'est-à-dire l'idée c'est de donner du travail, des formations, même si on arrive à monter un réseau d'accueil. Pour l'instant, c'est pas possible ici, mais éventuellement. Et ça pourrait être aussi une porte de sortie pour des gens, par exemple, qui se trouvent dans des conditions de travail hyper exploitées. Et on va faire l'enquête, on découvre, on parle avec les gens. Et en même temps, on offre une alternative. Non? Parce que les gens, à la fin, se retrouvent dans ces situations et dans ces conditions de travail parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils ont besoin d'envoyer de l'argent à leur pays. Et donc, ce n'est pas si facile non plus d'attaquer l'agro-industrie, attaquer ce système-là, parce que même les travailleurs, à la fin, ils ont besoin aussi de travailler, de faire de l'argent. Et donc, si on est en train de penser, envisager une stratégie contre ça, il faut en même temps envisager une alternative pour ces gens-là, une porte de sortie. Et celui-ci, même si ça ne va pas être la solution de tout, ça peut être un petit aide là-dessous. À Lannion, les activités continuent. Ce premier chantier donnera lieu à diverses suites. L'une d'elles, c'est la constitution d'un pôle fournil et boulange. Première étape, la construction du four à pain, pour continuer cette dynamique d'activité et de formation sur le site. Si vous voulez soutenir cette construction, les camarades d'A4 cherchent à réunir de l'argent. Vous pouvez financer le futur chantier en suivant le lien Hello Asso, en description de cet épisode. À la prochaine, sur les ondes, dans la rue ou en chantier.